Indy Rocher, mais en fait, je voulais simplement renforcer ce que vous venez justement de dire. C'est que maintenant, dorénavant, au conseil d'administration, les gens qui siègent au conseil d'administration, il y a 5 sièges qui représentent des territoires et les autres sont dédiés beaucoup plus à des fonctions dans une entreprise. Donc, on vient donner beaucoup plus de pouvoir aux thanatopracteurs, aux conseillers aux familles dans la structure actuelle parce que le libellé est vraiment en lien à la profession et non au territoire ou au fait qu'une personne dirige une entreprise. Parfait. M. Bourassa, peut-être, je veux juste compléter complément d'information. Compléter pour la question de madame. Dans le fond, c'est que le règlement, lui, permettrait effectivement que les sièges 6, 7, 8 et 9 soient de la même région, mais la politique de gouvernance qui a été adoptée par le Conseil exige un équilibre géographique malgré le début de cet article-là. Donc, je serais surpris, moi, que le Conseil d'administration aille chercher ou suscite des candidats, parce qu'on comprend qu'on parle de susciter des candidatures, parce que les candidats de toutes les régions du Québec vont quand même pouvoir postuler. S'il y a plein de monde qui postule, on tombe en élection. Mais s'il n'y a pas d'élection, le conseil d'administration va quand même susciter des candidatures d'une répartition géographique. Donc, je serais surpris, malgré tout, que le conseil d'administration aille chercher 5 personnes de la même région pour les postes qui restent. Monsieur? Sauf que le 6e, là, faut quand même qu'il soit un membre corporatif. Oui. C'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6 également, qui sont membres corporatifs. Je veux dire, 6, 7, 8 et 9, ça ne peut pas être des individus. C'est juste 6, 7 et 8 qui sont des individus professionnels. Le 6e est vraiment membre corporatif. Là. 7, 8 et 9 seraient des individus. 6... Mélangeons pas les... OK. Ouais, les 6 premiers, c'est des membres corporatifs des entreprises. Ça veut dire qu'il peut y avoir 2 entreprises d'une même région qui est membre, qui soient multinationales ou qui soient petits ou peu importe. Là. Bien, par la force des choses, il va en avoir le 6e va se retrouver dans une des régions. Effectivement. Oui, madame? J'ai entendu depuis tantôt que le 6e siège, il semble réservé pour la méga-entreprise. Est-ce que, compte tenu de la représentativité que vous prétendez au début de votre document, est-ce que c'est dans votre esprit d'avoir un siège pour les coopératives au Québec? Là, Il n'y a pas de proposition comme telle parce que à ce moment-là, vous pouvez vous présenter là, sur un poste de conseil d'administrateur de votre région, puis être élu. oui, mais comme il y a les 5 pour les 5 régions, puis tantôt vous avez dit des sièges pour les méga-entreprises. Est-ce que les méga, pourriez-vous me décrire un peu plus pour vous dans votre esprit présentement, méga, c'est une politique. C'est 600 et plus et... C'est une politique qui est établie du conseil d'administration. Puis nous, on a dit, pour avoir des représentants de toutes les sphères, on a dit on a réservé un siège pour les entreprises qui font 600 appels et plus, pour qu'ils soient représentés. Fait que si vous êtes dans le 600 et plus, il n'y a aucun problème. Non, je ne suis pas dans le 600 et plus. Mais je veux dire, est-ce que vous avez regardé ça, d'avoir un siège pour les Américains, un siège pour les coop? Excusez, on ne parle pas d'un siège pour les Américains. On parle d'une entreprise qui fait 600 décès et plus. Ce n'est pas juste seulement que les Américains qui font ça. Non, je sais. Okay. Je pose une question, M. Gagné. Non. Donc, c'est 600 et plus dans votre esprit. La méga c'est pas dans notre esprit, c'est dans une politique que le conseil d'administration a développée. D'ailleurs, cette chose-là, si vous avez quelque chose à apporter, on va en prendre note, on va en discuter au conseil d'administration. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on propose des territoires, c'est le nombre d'administrateurs. C'en est une question par rapport à la représentativité. Si je peux me permettre d'interpréter votre intervention, madame, c'est-à-dire il y a eu un souci de faire une place aux méga-entreprises parce que ça représente quelque chose avec lequel la corporation vit. Il y a des grandes entreprises, 600 décès et plus. Votre question, est-ce que vous avez eu la même réflexion concernant les coopératives? Est-ce que j'interprète bien dans votre question? OK. Donc, ce sera... oui, peut-être, M. Baron. En fait, il y a 6 sièges réservés aux corporatifs. Ça pourrait être 6 coopératives. Le secteur coopératif englobe l'entreprise avec ou sans but lucratif. À ce que je comprends, une coopérative se dit sans but lucratif. Donc,
Ben, c'est comme ça que vous êtes qualifié dans les règlements actuellement. Le membre corporatif est une coopérative. Donc, à partir de là, vous pourriez accéder au conseil d'administration via la corporation. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Monsieur? Pierre Quevillon. Dans la section éligibilité 11.3a, elle n'est pas éligible comme administrateur toute personne physique qui est issue, est-ce qu'on pourrait dire uniquement des catégories de membres associés, membres partenaires ou membres honoraires? Parce que si on est membre individuel, est-ce que ça prévaut sur le membre associé ou membre partenaire ou honoraire? Éclaircissement, M. Baron. Le numéro de l'article? 11.3a sur en fait, la non-éligibilité n'est pas si on lit éligible. bien, là, l'article, ici, le point, c'est que les gens qui sont membres associés, membres partenaires ou honoraires sont non éligibles, justement, comme administrateurs. Peu importe leur autre membership ou quelque chose de genre, de la façon qu'on lit ici l'article. C'est ça. Si je me rappelle bien, lors de notre réunion locale, on avait bien posé la question si le membre individuel est thanatopracteur, est-ce que lui peut être éligible à ce moment-là être administrateur? Le membre thanatopracteur peut être administrateur, oui. Mais de la façon que vous le présentez ici, s'il est aussi membre associé, bien là, il y a une ambiguïté. Il ne peut pas être deux fois membre. Non. Là. Il ne faut pas être membre associé puis membre thanatopracteur de la même corporation. C'est un ou l'autre. Je suis désolé, mais on peut l'être. Parce que je suis membre associé comme pour une compagnie, et puis je suis membre partenaire aussi individuel à ce moment-là. Il y a un problème. Qui prévaut sur quoi? Là, vous amenez un cas de figure. Est-ce que vous payez, actuellement, payez-vous deux cotisations? En fait, je veux répondre. Je devrais. J'ai compris la question de monsieur, là. OK. Peut-être M. Baron. J'ai compris la question de monsieur, c'est que une entreprise est membre, mais elle doit déléguer un délégué. Vous ne pourrez pas être délégué de votre entreprise et à la fois membre individuel. Donc, vous déléguerez quelqu'un d'autre de votre entreprise pour être le membre délégué. Lui, il ne pourra pas être éligible au conseil, mais vous, si vous êtes thanatopracteur, vous pourrez l'être. Si je suis les deux. Mais vous ne pouvez pas être les deux. Expliquez-moi comment vous êtes les deux. Je suis un membre délégué, si vous voulez. Je suis un membre thanatopracteur aussi. Non, mais on va vous demander de faire un choix. Alors, vous ne pourrez pas être délégué à la fois et professionnel. Donc, vous êtes en train d'exclure un petit peu le membership de la compagnie. Non. Parce que si moi, je suis membre délégué, c'est parce que vous ne comprenez pas, là. Si on représente une compagnie, puis on est le représentant local, et on paie pour le membership, je vais devoir payer le membership aussi d'un membre individuel si je veux avoir le droit comme être administrateur. Ben Sinon, je suis exclu. Non, vous serez délégué corporatif. Vous pourrez être administrateur comme corporatif. Non. Vous êtes un fournisseur, c'est ça? Vous êtes un fournisseur? C'est ça. Bon. Si vous êtes un fournisseur et que vous voulez accéder au conseil, vous nommerez quelqu'un d'autre dans votre entreprise pour représenter le fournisseur, mais vous, personnellement, êtes-vous thanatopracteur? Oui. Vous achèterez une carte de membre comme un membre individuel pour pouvoir accéder au conseil. Donc, vous me demandez de payer deux fois, deux cotisations différentes. Je vais laisser répondre Nathalie. Oui, bien, merci. En fait, on parle des nouveaux règlements. Dans le nouveau règlement, vous ne pourrez pas avoir deux cartes de membres. C'est l'un ou l'autre. Si, effectivement, dans votre cas, Pierre, vous êtes le seul représentant au Québec, puis il n'y a personne d'autre pour représenter la compagnie, la compagnie ne sera donc pas membre ou représenté si vous faites le choix d'être membre thanatopracteur. Mais vous aurez un choix à faire dans le renouvellement qui s'en vient. Soit thanatopracteur ou soit délégué d'entreprise fournisseur. Comprenez-vous? Le? Oui. C'est parce que là, si on commence à faire des guerres de tranchées, des discussions, on va tous perdre. Parfait. Donc, monsieur, vous restez sur votre argument qu'il y a quand même une possibilité de double membership ou en tout cas un choix à faire, ça c'est évident.
Il y a, moi, tout ce que je peux vous donner au niveau des règlements, il y a les articles 6.7 et 6.8 qui viennent entourer le fait que si tu es un, tu n'es pas l'autre. C'est probablement l'objet qui était recherché par ces deux articles-là, à savoir si on se qualifie toute personne qui est actionnaire, administrateur ou directeur général d'une personne morale qui pourrait se qualifier comme membre corporatif ne peut devenir membre individuel. Donc, on vient quand même encadrer dans ces deux articles-là l'espèce d'ubiguïté qu'il pourrait y avoir, là, à savoir je peux être corporatif et individuel en même temps. Donc, ça vient cerner une partie de ça. Je ne suis pas en train de dire que ça le cerne au complet, là, parce que vous apportez des arguments qui sont très, très pointus, mais le vœu du conseil d'administration, entre autres par ces deux articles-là, 6.6 et 6.7, était vraiment de venir comme ça démêler le fait qu'on peut avoir 2 ou 3 statuts pour une seule tête. Donc, il faut que la personne, et on donne des guides assez précis à cette personne-là pour dire tu peux être ça, mais tu ne peux pas être ça. Ce serait la meilleure réponse que je pourrais vous donner là-dessus. D'autres questions ou commentaires concernant le bloc 4 sur les articles 6 et 7? Non, excusez, j'étais un peu... j'ai fait du chemin. OK, donc sur le bloc 8, je m'excuse, sur les articles 11 et 12. D'autres questions ou commentaires? Ça va. Sur la proposition dûment appuyée, est-ce que le vote est demandé? C'est donc adopté à l'unanimité. On serait maintenant rendu au bloc 9, les articles 13 et 14. En fait, on vient finalement placer en fin de document certaines dispositions diverses là, dans le but d'éclairer le texte. L'exercice financier qui se termine au 31 mars, les effets bancaires qui sont selon les politiques en vigueur par le conseil d'administration. Si la corporation devait cesser ses activités, comment elle disposerait de ses biens. Et à partir de 13.4, les privilèges, les droits, les possibilités du conseil d'administration, les gestes qu'il peut poser à l'intérieur de la loi. 13.5, je vous disais, hein, c'est le rôle du conseil d'administration de proposer les modifications de règlements généraux, à l'Assemblée générale d'en disposer. C'est ce que 13.5 dit. 13.6 qui dit que le présent règlement, à partir du moment où il est adopté, vient remplacer tout autre règlement. Et l'article 14 qui vient justement parler des dispositions transitoires, à savoir qu'est-ce qui se passe entre la fin de cette Assemblée et le reste de l'année. Donc, ça fait partie de ce bloc-là, les articles 13 et 14. D'abord, une proposition d'adoption pour ces deux articles-là, le bloc 9, articles 13 et 14. Monsieur Poirier. Monsieur Garneau. C'est appuyé. Des questions ou des commentaires sur ce bloc? Ça va, c'est clair pour tout le monde?